tout à fait normal qu'aujourd'hui, à Dakar, au Sénégal, 3 jours avant mon départ pour Addis Abeba, que je puisse faire le point avec la presse nationale et internationale sur cette campagne. C'est l'occasion pour moi de faire le point de cette campagne, d'une part, et d'autre part, de réitérer ce qui me motive dans cette campagne. Pourquoi je suis candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine? Quels sont les objectifs autour desquels je souhaite m'engager en tant que président de la Commission de l'Union africaine? Vous avez pu le constater tout à l'heure à travers le petit film qui vient d'être projeté, que ma candidature n'est pas une candidature de circonstance, une candidature motivée par quelque chose de spécifique pour servir une cause particulière. Ma candidature, c'est une candidature au service du continent africain, que j'ai servi à différents titres et qualités pendant des décennies, à travers une passion d'abord personnelle, forgée à travers ma vie de citoyen, ma vie sociale, ma vie politique. Comme beaucoup d'Africains de notre génération, nous n'avons jamais accepté les frontières comme une réalité. D'abord parce que ces frontières nous ont divisés, ont divisé les familles. Les tragiques événements vécus par le peuple gambien ces derniers jours montrent à souhait la problématique de la division du continent. Nous n'avons jamais accepté que l'Afrique puisse avoir une autre trajectoire que dans l'unité. L'unité de ses peuples, l'unité des États au service de ces peuples. J'ai très tôt pris conscience de ce fait, déjà au Prytanée militaire de Saint-Louis, où je suis arrivé en septembre 1959, en tant que Sénégalais minoritaire dans cette école comme élève. J'ai eu à côtoyer d'autres camarades venus de tous les pays de ce qui était à l'époque l'Afrique française, l'Afrique équatoriale, l'Afrique occidentale, donc de la Mauritanie jusqu'au Congo et Tchad. Et cette socialisation avec mes camarades venus de tous les anciens territoires coloniaux m'ont donné le sens de l'unité du continent. En tant qu'enfant de troupe, défilant le 11 décembre 1959 à la place Faidherbe, à l'occasion de l'arrivée du général de Gaulle faisant campagne pour la communauté franco-africaine, nous étions nombreux à nous poser la question si c'était ça, véritablement, le devenir du continent. Nous aspirions à une Afrique unie, indépendante. Et déjà, le mouvement de décolonisation soufflait sur le continent. Vous avez pu constater comment, très rapidement, toutes ces tentatives de maintenir l'Afrique dans le giron colonial ont vite été balayées et les hymnes nationaux, les drapeaux ont très rapidement, en quelques mois, remplacé
le drapeau tricolore français. Tellement le vent du changement était fort, le vent de l'indépendance était fort. Mais ce n'est pas que cette ambiance de l'école militaire préparatoire africaine de Dakar Bango qui a forgé ma conviction panafricaine, c'est aussi l'université de Dakar où à partir de 1967, je me suis retrouvé comme étudiant et très rapidement dans la direction du mouvement étudiant dans cette université. Là également, les moins jeunes se rappellent, l'université de Dakar, aujourd'hui université Cheikh Anta Diop, était le creuset de formation des élites africaines venues de tout le continent. Là aussi, à travers le mouvement étudiant, dont j'étais un des dirigeants, nous avons affirmé nos convictions pour l'unité africaine, non seulement dans ce qu'on appelle aujourd'hui le terrain de basket, que nous appelions le terrain du 26 février, date symbolique du 26 février, c'est le jour du renversement de Kwame Nkrumah, février 66. Le mouvement étudiant protestant contre le renversement de Kwame Nkrumah, perçu par nous comme étant un crime contre l'unité africaine. Et pendant des années, à la tête du mouvement étudiant, nous avons été les acteurs, non seulement de l'unité du mouvement étudiant, mais également du mouvement étudiant africain, mais également les acteurs de l'unité africaine dans tous les théâtres, en Europe, en Asie, un peu partout, mais aussi dans le mouvement de solidarité internationale, la guerre contre le Vietnam, etc. Au-delà de cela, dans ma carrière professionnelle d'enseignant, dans cette même université, depuis 1975 jusqu'à ma retraite, en 2013, eh bien, j'ai consacré mon enseignement aux problématiques des sociétés africaines. L'histoire africaine, beaucoup de mes étudiants, des générations, je leur ai enseigné l'histoire des mouvements de libération nationale, mais également l'histoire des grands empires, des grands États, des grandes formations politiques qui ont dominé l'histoire de l'Afrique, y compris l'Empire du Ghana, l'Empire du Mali, l'Empire Songhai de Gao, le Royaume Zoulou, etc., etc. Mais aussi les problématiques de l'Afrique contemporaine à travers les recherches. J'ai participé à l'étude et à la recherche de plusieurs mouvements sociaux du continent. Les mouvements syndicaux, les mouvements étudiants, les mouvements professionnels de toutes sortes, les militaires, avec des collègues, nous avons vu avec le phénomène des coups d'État et de l'intrusion des armées et des forces de sécurité dans la vie politique, consacrer une étude approfondie sur plus de 40 pays avec leurs armées et leurs forces de sécurité, dans quelle mesure ces forces armées et de sécurité peuvent et doivent contribuer à la stabilité du continent africain. Ce travail a fait l'objet d'un ouvrage intitulé « The Military and Militarism » que j'ai édité avec un collègue ghanéen. Donc c'est pour dire que ma vie personnelle et professionnelle est entièrement dédiée à ce continent. Mais également en tant qu'homme public au service de cette Union africaine même, dont je veux assurer la présidence de la Commission. Pendant des années, d'abord
à l'Organisation de l'Unité africaine, ensuite au niveau de l'Union africaine, j'ai participé en tant qu'expert à l'élaboration de presque tous les textes fondamentaux de ces organisations. L'Union africaine, l'Unité africaine d'abord, ensuite l'UEA, telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est dire que j'ai une connaissance approfondie des conditions dans lesquelles les textes de ces deux organisations ont été élaborés. Les compromis qui ont été noués dans les discussions de commission, mais également assistés dans les plénières ministérielles ou de chefs d'État, comment ces textes ont été finalisés pour servir aujourd'hui d'élément d'action à l'Union africaine. Mais également dans l'action, puisque à plusieurs reprises, j'ai été mandaté pour faire partie des commissions de réflexion sur les processus de paix, de dialogue, de réconciliation nationale dans plusieurs pays du continent. Depuis l'Afrique de l'Ouest, Libéria, Sierra Leone, mais également au-delà, l'Afrique centrale, Madagascar. J'ai été envoyé spécial de l'Union africaine à plusieurs reprises autour de certaines questions spécifiques justement liées au processus de paix et de réconciliation nationale dans ces différents pays. Au-delà de l'Union africaine, comme chacun le sait, depuis plus de 3 ans, j'ai été impliqué au titre cette fois-ci des Nations Unies dans ces processus de paix, d'abord comme représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies au Mali, chargé des affaires politiques, notamment les dialogues avec les groupes armés, les partis politiques, les forces vives de ce pays. Et ensuite, ces 2 dernières années, en Afrique centrale, les 11 pays d'Afrique centrale, tout le monde sait ce que l'Afrique centrale aujourd'hui représente comme point névralgique, épicentre de tous les grands conflits qui secouent le continent africain aujourd'hui. La région des Grands Lacs, bien sûr, la RDC, la République centrafricaine, le Tchad, le Gabon, tous ces pays, le Congo, le Burundi, tous ces pays qui sont ravagés à différents titres par des conflits politiques et même des conflits militaires ouverts. Tout cela donc me permet de dire que j'ai engrangé une somme d'expérience de terrain, une somme d'expérience forgée par la réflexion sur ces actions de terrain. Voilà pourquoi j'estime que mon parcours me permet aujourd'hui, avec mon engagement personnel, de dire que je peux apporter une contribution à la solution des problèmes du continent, à partir de la présidence de la commission qui est une équipe, le président, le vice-président et les commissaires qui travaillent sous l'autorité des chefs d'État et de gouvernement et qui peut, à leur initiative, prendre lui-même des initiatives pour leur soumettre à ces chefs d'État et de gouvernement. Et la question est d'autant plus importante que l'Afrique fait face à des défis énormes dans le temps présent. Ces défis, chacun les voit, chacun les vit. Les défis de la paix et de la sécurité, c'est des questions ardues, c'est des questions complexes. On peut voir simplement, à partir
les événements des derniers jours en Gambie, comment il a fallu de peu pour éviter qu'un pays plonge dans le chaos. Et la situation est encore délicate. Tous les pays africains traversent une période de transition démocratique qu'il faut négocier avec intelligence, avec sang-froid, dans l'intérêt exclusif des peuples, au-delà des calculs liés à tel ou tel intérêt ou groupe d'intérêts. Ces transitions démocratiques sont complexes. Les acteurs eux-mêmes sont complexes, leurs motivations sont multiples. Il faut une connaissance des acteurs, une expérience vécue pour comprendre les mentalités qui guident ces acteurs de part et d'autre de la scène politique, pouvoir et opposition. Et cela est un défi énorme aujourd'hui. On sait comment les transitions démocratiques mal gérées peuvent amener à des guerres civiles. Aujourd'hui, près de 9 pays, 10 pays même d'Afrique sont dans une situation de fragilité extrême sur le plan politique, avec toutes les conséquences sur le reste des pays voisins et même du continent. Nous avons plus de 15 millions de réfugiés sur le continent. C'est énorme, 15 millions, en majorité des femmes et des enfants. C'est un tableau qui est insoutenable pour tout citoyen africain conscient. C'est inacceptable. Ces millions de réfugiés, hommes et femmes, en majorité des femmes, arrachés à leur maison, à leur pays, est un défi pour chacune et chacun d'entre nous. La question de la paix et de la sécurité, donc, est la question capitale, autour de laquelle la Commission doit mobiliser toutes ses forces. Et elle doit, à cet égard, pour réussir sa mission, être composée d'hommes et de femmes qui ont foi en l'Afrique, qui ont l'expérience de ces problèmes, pour pouvoir apporter un remède. Au-delà des questions de paix et de sécurité, il y a bien entendu la recherche du développement économique, social et culturel. Entre paix et sécurité, développement économique, c'est les deux faces d'une même médaille. On ne peut pas avoir la paix et la sécurité s'il n'y a pas de développement économique. Inversement, il ne peut pas y avoir de développement économique et social s'il n'y a pas de paix et de sécurité sur le continent. Donc, les deux dimensions sont indissociables. L'Afrique, aujourd'hui, en matière de développement économique et social, a sans doute fait beaucoup de progrès. Il serait nihiliste de penser que rien n'a été fait. Les gens de notre génération qui ont ouvert les yeux dans le dernier quart de la période coloniale, regardant rétrospectivement notre vie d'il y a 50 ans, d'il y a 60 ans, nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas eu de progrès. Nous ne pouvons pas le dire, objectivement. Mais force est de constater que les aspirations au progrès économique et social sont encore plus importantes et le chemin qui reste à parcourir est encore plus important au regard de la demande en éducation, de la demande en eau potable, en santé pour tous,
en bien-être, pour tout dire. Et ce bien-être, nous devons nous rendre compte que nous ne pouvons pas l'atteindre à l'intérieur des États tels qu'ils sont aujourd'hui. Malgré les progrès qui sont accomplis, malgré les efforts qui continuent d'être accomplis dans chacun des pays, les crises, les difficultés, c'est une réalité. Mais précisément à cause de ces progrès qui ont été réalisés, les aspirations sont encore plus fortes. Les territoires issus de la colonisation ne peuvent pas être des espaces capables d'assurer le progrès économique durable. C'est des marchés trop petits, des espaces trop étroits pour permettre un plein épanouissement de l'économie africaine au eu égard aux potentialités qui existent aujourd'hui. C'est pourquoi, de mon point de vue, la Commission doit beaucoup réfléchir, proposer aux chefs d'État et de gouvernement, et c'est dans ce sens-là que je me situe, des propositions, avancer des propositions audacieuses qui nous permettent de mettre fin à ce que j'appelle le syndrome de Berlin. De novembre 1884 à février 1885, les Européens se sont réunis à Berlin, ont partagé le continent africain selon leurs ambitions de développement économique de l'époque. Le capitalisme triomphant a transformé l'Afrique en marché morcelé entre les puissances émergentes du continent européen à la fin du 19e siècle. L'Afrique, depuis lors, est transformée en pourvoyeuse de matières premières non transformées pour servir à l'industrialisation du continent européen. L'Afrique est donc restée à la périphérie du développement mondial. Eh bien, lorsqu'on regarde la structure des économies africaines d'aujourd'hui, force est de constater, malgré les progrès dont j'ai parlé tout à l'heure, force est de constater que ce syndrome de Berlin est toujours là. L'Afrique a un potentiel immense en matière de ressources minérales, agricoles et énergétiques. Ces ressources ne sont pas transformées sur le plan local. Or, sans l'industrialisation, sans modernisation de l'agriculture, nous ne pouvons pas construire des économies africaines durables qui donneraient du travail à ces millions de jeunes dont par milliers, certains ont fait aujourd'hui de la Méditerranée un cimetière. Ça, c'est un énorme défi. Ma conviction est que, quels que soient les projets de recherche d'emploi, ici et là, dans nos différents territoires, quelle que soit leur pertinence, ce ne sera que une goutte d'eau dans la mer par rapport aux aspirations au plein emploi des jeunes. Ça, c'est une dimension qui me paraît aujourd'hui extrêmement importante, la transformation des économies africaines. Et ces transformations ne peuvent pas se faire à l'échelle d'un seul pays, d'un territoire, mais de manière concertée, de manière intégrée. Donc, la dimension de l'intégration économique
est un aspect qui me paraît être un chantier majeur sur lequel la Commission doit travailler. Bien entendu, l'unité politique est un prérequis pour cette question. Sans unité politique sur ces questions transversales, il ne peut pas y avoir de développement économique. Donc, les États africains doivent s'entendre sur le plan politique, voir toutes les questions transversales qui les unissent et construire des consensus pour lancer les grands chantiers de l'intégration économique, les grands chantiers de la paix et de la sécurité. Bien entendu, pour y arriver, il faut que nous ayons une commission qui soit à même de répondre à ces interpellations. C'est un troisième et dernier chantier important autour desquels je compte m'engager, à savoir des réformes structurelles de la Commission de l'Union africaine elle-même pour répondre à son devoir d'aujourd'hui. Ces réformes, j'en ai fait un certain nombre de propositions, d'ailleurs, que j'ai envoyées au président Paul Kagame, qui est en charge de la question de la réforme de l'Union africaine. Et nous y reviendrons si vous voulez bien. Enfin, aujourd'hui, l'Afrique est dans un monde qui bouge, qui se transforme à vive allure. Les élections qui viennent de se passer aux États-Unis, vous en voyez toutes les conséquences pour le reste du monde. L'Afrique est dans un partenariat stratégique avec 10 pays et groupes de pays dans le monde. Vous entendez, chaque année, on dit l'Afrique va dans un sommet avec tel ou tel groupe de pays, ou avec tel pays. Avec l'Union européenne, avec les États-Unis, avec la Chine, avec l'Inde, avec la Turquie, avec l'Amérique du Sud. Le reste, bien entendu, nous le saurons très probablement le 30 juin, le 30 janvier, je m'excuse, lors de l'élection, c'est-à-dire dans une semaine. Alors c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Mais je suis confiant, très certainement, un choix fait sur une base objective, le profil, l'expérience me donne confiance que ma candidature sera retenue. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que je peux demander à la prochaine personne de bien vouloir se rapprocher? C'est pour éviter les va-et-vient. Parce que si vous êtes là-bas pour poser une question, les camarades vont se tourner vers vous. C'est bon? D'accord. Allez-y, posez la question. Je me nomme Dominique Kama. Je suis de la radio Sud-FM. Monsieur Bachidi, est-ce que le fait que vous n'ayez pas réussi à avoir des solutions pour les crises en Centrafrique, en RDC ou au Burundi ne vont pas faire tâche d'huile sur votre candidature? Ma deuxième question, c'est, vous avez dit tout à l'heure que le Sénégal, voire la CEDEAO va vous soutenir. Mais dans ce contexte de lutte diplomatique entre le Maroc et l'Algérie, est-ce que cette proximité du Sénégal avec le royaume chérifien n'est pas un handicap à votre candidature? Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Les solutions, je vous l'ai dit tout à l'heure, aux différentes crises africaines, c'est des solutions qui découlent de problèmes complexes. Et ce n'est pas, l'expérience l'a montré, en quelques mois,
ni même quelques années qu'on peut trouver la solution à ces crises. J'ai été, au titre de représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique centrale, impliqué dans beaucoup de ces crises en Afrique centrale. Par exemple, en RCA, la République centrafricaine, je suis intervenu dans la médiation internationale avec le président Denis Sassou Nguesso, qui était désigné par la communauté des États d'Afrique centrale dans cette médiation. Pendant des mois, alors que j'étais basé au Gabon pour l'ensemble des pays d'Afrique centrale, j'étais constamment, chaque semaine, à Bangui pour discuter avec les groupes armés, les partis politiques, la société civile, les religieux. Et à la suite de ces efforts, dans le cadre de la médiation internationale, à l'unanimité, tous les acteurs m'ont demandé de présider le forum de Bangui en mai 2015. Présider le présidium du forum. Quand j'ai demandé pourquoi, ils m'ont dit non, nous voulions une personnalité neutre, capable de nous écouter, puisque nous ne pouvons pas trouver ici en RCA une personnalité nationale de consensus. Nous avons vu comment vous avez géré les relations avec les uns et les autres. Nous pensons que vous pouvez valablement présider ce forum national de Bangui. J'ai accepté de présider le forum et il faut le dire, ce n'était pas une chose facile. Quand vous avez de multiples groupes armés, vous avez près de 70 partis politiques, vous avez de nombreux groupes de la société civile, aux positions diamétralement opposées. Ce n'est pas facile dans ces conditions. Mais malgré tout, pendant près de 10 jours, nous avons pu gérer ce forum national de Bangui qui a abouti à la rédaction et à l'acceptation d'un pacte national de réconciliation nationale en République centrafricaine, qui a engagé tous les acteurs et qui a ouvert la voie aux élections en République centrafricaine. Ces élections ont permis de mettre en place un nouveau président de la République, un nouveau gouvernement, des élections législatives avec une nouvelle Assemblée nationale. Donc ces institutions fonctionnent aujourd'hui. Malgré tout, il y a toujours des soubresauts. C'est ça, la complexité de cette situation.